L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je suis en compagnie de Mohamed Akintola, chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti Renaissance Nationale, autrefois connu sur la dénomination Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Mohamed Akintola, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin pour nous faire le point de ce congrès extraordinaire qui s'est tenu samedi dernier à Cotonou, d'entrée de jeu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les fondements de ce congrès extraordinaire? Parce qu'on parle d'un congrès extraordinaire et non ordinaire. En effet, merci beaucoup, M. Kader. Merci à nos internautes, à nos téléspectateurs. Vous l'avez dit, ce fut un congrès extraordinaire de l'ex-parti Union démocratique pour un Bénin nouveau qui s'est tenu au Palais des Congrès le samedi 16 décembre 2023. Ce congrès extraordinaire est une extension d'un congrès ordinaire qui a eu lieu un peu plus tôt. Congrès ordinaire qui s'est justifié d'abord par les dispositions contenues dans les textes fondamentaux du parti politique UDBN, mais qui est advenu au lendemain de notre participation aux élections législatives de 2023. Il fallait donc, après ce périple-là et les autres avant, puisqu'il faut rappeler notre petite aventure qui s'est soldée par une séparation avec un autre parti politique de la mouvance présidentielle, nous avons donc décidé de faire un point. Faire une pause pour faire un diagnostic de nos problèmes, nous poser les vraies questions afin de trouver les réponses les plus adéquates pour sortir de cette léthargie-là et de cet effort infructueux qui est en train de devenir plus ou moins répétitif. Nous avons donc fait un bilan de notre participation aux élections et de tout ce que je viens de citer pour nous rendre compte qu'il était impératif que le parti soit redynamisé, que le parti soit rechemisé et que surtout autant de l'extérieur, là je parle de l'emblème, je parle du logo, je parle de la dénomination du parti, mais aussi de l'intérieur, il fallait que... Est-ce que vous pensez que la dénomination du parti faisait partie des mots qui entravent l'éclosion du parti? Et vous savez, lorsque vous décidez de mener des réformes, de faire des changements, il ne faut pas y aller de main molle ou de main morte. Il faut y aller à fond et il faut que tout ce qui vient avec soit pris en compte. Nous sommes sur un terrain politique, nous sommes sur un terrain de concurrence, nous sommes sur un terrain d'adversité. Nous parlons de marketing politique. Il fallait un rebranding pour le parti parce que le nom portait certains préjudices venant... Laquelle par exemple? Non, vous savez, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup taguent le parti d'être un parti d'une zone du Bénin, un parti départemental, alors que nous sommes dans un contexte où le système partisan nous oblige dans les faits à avoir une envergure nationale. Au-delà de ça, vous savez, je le dis à tort ou à travers, et cela fera peut-être l'objet d'un débat, mais qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Vous voyez, et la petite tache d'huile sur une toile blanche, quelle que soit sa superficie, est toujours plus remarquée que le reste du blanc. Il fallait donc que nous procédions à un certain changement. Il fallait aussi que cet impact psychologique-là puisse suivre les réformes internes qui ont été décidées lors du congrès
ordinaire. Donc le congrès extraordinaire est une extension de ce congrès ordinaire-là et ça s'est élargi à tous les responsables locaux, les délégués communaux, mais également les militants venus de tous les 546 arrondissements du pays. Nous avons donc accueilli plus de 1200, 1300 participants à ce congrès-là au Palais des Congrès le samedi passé. Le samedi passé. Alors, quelle est la résultante forte en dehors du changement de la domination? Qu'est-ce qui change fort de façon concrète dans la vie du parti politique? La première chose qui change déjà, vous savez, il n'est de richesse que d'hommes, disait Baudin. Donc, il y a eu de la nouvelle énergie. Le bureau national a été remembré, il y a eu de nouvelles entrées, il y a eu des jeunes, plus de femmes, plus de jeunes pour relever le défi. Il y a le retour à la tête du parti de l'honorable Claudine Afiadi-Omolara Prudencio. Il y a également des décisions qui sont allées dans le sens. Était-ce nécessaire qu'elle revienne à la tête du parti? Dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, pourquoi? Oui. D'abord parce que il fut un moment où elle s'est un peu éloignée de ce poste-là et a confié la destinée du parti à certains autres cadres. Mais le résultat qui en est sorti n'a pas été très reluisant. Le Congrès et les cadres du parti ont donc décidé que son expérience dans le domaine politique, que son savoir-faire était encore utile, qu'il n'était pas encore temps qu'elle aille à la retraite. Alors nous l'avons ramenée à la tête du parti pour que l'équipe forte qui a été constituée derrière elle puisse encore être suffisamment éclairée afin que nous puissions tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, surtout que l'ancienne, elle est encore très solide, très bonne et son leadership saura nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Au-delà de ça, il y a des décisions qui ont été prises par rapport à la fluidité du contact entre le militant lambda et les responsables au premier niveau. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital, à l'ère du numérique, et le parti est en train d'opérer des changements profonds, de manière à ce que nous ne soyons plus uniquement dans l'information, c'est-à-dire une trajectoire qui vient juste du haut vers le bas, mais que ce soit une interaction avec le militant lambda. Ces points ont également été martelés lors de ce congrès extraordinaire et les mécanismes sont en train d'être mis en place pour que ce soit réellement effectif, car nous avons devant nous l'enjeu des élections générales de 2026 où nous comptons assurément lever des sièges dans les conseils communaux municipaux et au Parlement. Nous avons également parlé lors de ce congrès-là, à travers un panel, du financement des partis politiques, car cela nous tient à cœur. Cela nous tient à cœur, vous savez, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Il fallait donc partager avec les militants et les sympathisants le contenu de la charte des partis politiques et du code électoral béninois en matière de financement public et de financement interne du parti, les financements privés. Et l'accent a été suffisamment mis sur les cotisations et leur régularité. Des engagements ont été pris par les diverses coordinations pour une certaine régularité afin que les sièges départementaux, afin que les actions de communication, les actions de mobilisation du parti puissent en grande partie être d'abord financées par nous avant de tendre la main à d'autres personnes plus nantis que nous qui sont des sympathisants qui veulent bien aider le parti car ils adhèrent à sa vision. Ils adhèrent à sa vision. Mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que l'UDBN n'a pas rappelé les performances aux dernières élections, mais est-ce que l'UDBN est conscient des enjeux lorsque vous parlez de 2026 dans un contexte où, à un moment donné, vous avez pensé quand même à une fusion qui, après, selon vos dires, n'a pas marché au regard des prédispositions. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous mesurez l'enjeu de 2026? Est-ce que, malgré l'existence de la disposition des 10% et tout, est-ce que l'UDBN pourra véritablement, en 2026, lever des sièges? La première réponse à votre question, c'est d'abord ces mesures. La Renaissance nationale, autant pour moi. Il n'y a pas de souci, on va y venir. Je vais revenir sur ce point-là. Ça va venir progressivement, hein, c'est tout récent. La première réponse à votre question, c'est d'abord ces mesures-là qui ont été entreprises et ce congrès-là qui a eu lieu. Je ne pense pas que un être humain qui est dans une certaine dynamique de conquête du pouvoir, un parti politique qui est dans cette même dynamique-là, se permettrait de mettre de l'énergie, du temps, des ressources dans quelque chose qu'il croit ou qu'il pense perdu d'avance. Les indicateurs, pour nous, sont au vert par rapport à cette conquête de l'électorat-là. Vous savez, il ne s'agit que de stratégie, il ne s'agit que de
revoir la manière dont ça se fait. Et nous avons essayé une fusion qui n'a pas marché. Justement, nous sommes aujourd'hui plus conscients des réalités, des dangers, des avantages ou non d'une fusion avec un autre parti politique. Nous sommes plus aguerris parce que nous avons fait l'expérience. Donc, on n'enviera rien à quelqu'un qui ne l'a jamais fait et qui peut se permettre d'en parler comme il veut. Vous savez, il faut que le parti fonde dans un autre parti politique, il faut qu'il se mette ensemble avec d'autres partis politiques. Il y a des préalables à cela. Et vous savez, lorsque le respect n'est plus servi à une table, lorsque vous êtes quelqu'un de digne, quelqu'un de vertueux, vous vous levez. Vous levez, il vaut mieux donc faire chemin seul que d'être mal accompagné. C'est ce que nous avons décidé en toute responsabilité. Est-ce que nous sommes conscients de l'enjeu? Nous sommes plus que conscients de l'enjeu. C'est ce qui justifie tout ce que nous sommes en train de faire. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence sur ce plateau aujourd'hui, puisque la clé du gain de l'électorat en démocratie, c'est d'abord la communication. Donc, c'est ce que je m'en vais répondre à votre question pour dire qu'il y a des actions qui seront entreprises dans les jours à venir, surtout en question en matière de remobilisation et de redynamisation de nos cellules à la base sur le terrain, parce que de Karimama à Cotonou, alors de Kétou à Bassila, nous comptons être présents partout, dans tous les hameaux, dans tous les coins et recoins. Renaissance nationale entend investir le terrain et faire ce bras de fer-là, parce que c'est ça même l'essence de l'existence d'un parti politique, la conquête du pouvoir et l'existence du pouvoir. Donc, vous visez aussi la présidentielle? C'est possible, puisque nous sommes un parti politique et ce droit ne nous est pas dénié par l'achat des partis politiques ou par le code électoral. Cependant, à l'heure actuelle, ce n'est pas la priorité pour nous. La priorité pour nous, c'est d'abord les élections générales, parce que c'est ça qui conditionne en fait la participation pour nous aux élections présidentielles. C'est ça qui montrera le poids du parti et c'est ça qui nous évaluera sur les efforts que nous avons fournis. La question est en discussion, mais aucune décision n'est encore prise. Il n'y a pas urgence de prendre une décision dans ce sens-là. Le calendrier électoral nous oblige à aller d'abord aux élections générales, puis ensuite à penser aux élections présidentielle. Donc nous sommes dans la dynamique et on verra bien. Cependant, il faut rappeler, je le dis pour éviter tout amalgame, que Renaissance nationale, donc ex-UDBN, demeure dans la mouvance présidentielle. Justement, quelle est votre position au sein de la mouvance présidentielle? Notre position au sein de la mouvance présidentielle, c'est la même position que tout parti politique qui soutient les actions du gouvernement parce qu'il estime que le positif qui s'y trouve est beaucoup mieux que le négatif et que à l'heure actuelle et vu les circonstances, c'est le meilleur choix que nous avons. Nous avons contribué à l'avènement du président Patrice Talon à la magistrature suprême et nous demeurons dans cette posture-là jusqu'à demain pour dire que nous continuons de soutenir l'action du gouvernement. Certes, vous savez, d'aucuns diraient que nous sommes l'enfant mal-aimé de la mouvance présidentielle et oui, ce n'est pas de refus, mais une chose est sûre, cela n'ébranle pas notre engagement aux côtés des actions du gouvernement actuel, mais il faut dire que nous sommes d'une mouvance présidentielle éclairée. Cela ne nous empêche donc pas, nous ne sommes pas un parti complément des autres partis de la mouvance présidentielle. Nous assumons notre position et nous faisons le devoir d'éclairer le président de la République sur les différentes réformes, sur les différentes actions menées et leur impact sur la population, car l'intérêt général de cette population-là est d'abord notre priorité. Maintenant, quitte à dire, vous n'avez pas de conseillers communaux, vous n'avez pas de députés à l'Assemblée nationale, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en toute démocratie, et déjà plusieurs fois dans notre pays, ce sont parfois des partis qui sont peu considérés, qui sont considérés comme minoritaires, qui font basculer tout le jeu à des moments donnés. À des moments donnés. Mohamed Akintola, puisqu'on parle de mouvance présidentielle, autrefois, on vous a vu au parti politique Force Courue pour un Bénin émergent, coordonnateur de la jeunesse, et puis, paf, du jour au lendemain, vous avez démissionné, vous atterrissez à l'UDBN. Quelles sont les motivations qui vous... Bon, j'ai eu le temps de m'étaler sur cela pour dire que, à un moment donné, je ne me sentais vraiment plus à l'aise dans mon ancienne famille politique. Au lendemain des élections, l'énergie qu'on devait dégager
pour repartir à la rencontre de nos populations, à ceux qui ont mouillé le maillot pour nous. Malgré les résultats, je ne l'ai pas retrouvé. Donc cela également a affaibli mon ardeur à militer. C'est principalement ça, je l'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui aime les défis. La belle preuve, je me retrouve aujourd'hui à un endroit où il y a un très gros défi à relever. Donc je ne voyais plus vraiment de défis à relever et je n'étais pas décideur, vous voyez, de stratégie, d'action et autres à mener. Donc cela m'a obligé à prendre mes responsabilités parce que je sais ce pourquoi je me suis engagé en politique. J'ai trouvé cependant réponse à ces besoins-là au Parti Renaissance Nationale. J'ai donc participé à ces réflexions-là qui nous ont menés là aujourd'hui de l'UDBN à Renaissance Nationale. J'ai participé à ces réflexions-là. Je suis fier d'emporter la voix aujourd'hui sur ce plateau et sur d'autres plateaux d'ailleurs. Maintenant, lorsque vous parlez d'un parti de l'opposition, un parti de la mouvance présidentielle, je ne m'inscris pas dans ce registre-là de s'opposer pour s'opposer. Lorsque j'étais à la Force Corée.Bénin émergent... Justement, de la mouvance à l'opposition, de l'opposition à la mouvance, j'allais dire. Oui, en fait, lorsque je passais sur vos plateaux, il m'arrivait de reconnaître des efforts du gouvernement en place lorsque c'est bien fait, parce que je me dis, lorsque je m'oppose de façon constructive et de relever les insuffisances qu'il y a et les manières d'améliorer. Je reste cohérent avec cette ligne de conduite-là, puisque c'est ce que je continue de faire aujourd'hui dans le Parti Renaissance Nationale, qui s'inscrit dans la mouvance présidentielle, mais qui se permet de critiquer, quand il le faut, l'intérêt général et celui de l'électorat demeure ma priorité. Des preuves de cela, j'ai toujours été contre un déploiement militaire au Niger. Lorsque j'étais à la Force Corée.Bénin émergent, je le suis toujours. En portant aujourd'hui la casquette de Renaissance nationale, j'ai toujours critiqué le fait que les mesures sociales n'étaient pas suffisamment élargies. Lorsque j'étais dans le camp de l'opposition, aujourd'hui je continue de le dire, je l'ai encore dit sur un plateau hier pour dire que oui, le budget est allé jusqu'à 42% de social, il faut féliciter l'effort qui a été fait, mais il faut aller encore au-delà parce qu'on en a la possibilité. Donc je reste, en ce qui me concerne, cohérent, égal à mes convictions et à moi-même, juste que je milite aujourd'hui dans un camp différent. On vous aura compris, Mohamed Akintola, donc aujourd'hui, au sein de la Renaissance, de la Renaissance nationale. Renaissance nationale. Et non, Renaissance du Bénin. Voilà, il y a une petite confusion quand même qui s'instaure au niveau des esprits. Renaissance nationale, Renaissance du Bénin. Pourquoi on n'a pas choisi une autre dénomination? Qu'est-ce qui justifie le choix de Renaissance nationale? En fait, il n'y a aucune confusion, sauf si on veut en créer. Absolument aucune confusion, parce que Renaissance nationale est bien différent de Renaissance du Bénin. C'est deux choses bien différentes. Maintenant, si vous me dites qu'on retrouve le mot renaissance, je dirais que le mot renaissance est un mot universel du dictionnaire français. Et donc, on peut en faire usage. Tout le monde d'abord peut en faire usage, c'est universel, on peut en faire usage où on veut, quand on veut. Maintenant, pourquoi vouloir créer une certaine polémique? Si le parti, la Renaissance du Bénin, existait encore, eh bien, on dirait que vous voulez créer une confusion, puisque le code électoral prévoit qu'on ne devait pas choisir une dénomination pour un parti politique qui voudrait prêter à confusion. Est-ce que la Renaissance du Bénin existe encore? Elle n'existe plus selon le nouveau code électoral. Eh bien, si... la charte des partis politiques? Non, elle n'existe plus, la Renaissance du Bénin n'existe plus. Donc, si les anciens militants de la Renaissance du Bénin se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans la Renaissance nationale, eh bien, la porte est grande ouverte pour les accueillir. Mais parler de confusion, non, puisque nos idéologies ne sont pas forcément les mêmes. Au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on veut faire un procès d'intention à Renaissance nationale, alors que lorsque le parti Bloc républicain a été créé, on n'a pas reproché à Bloc républicain d'avoir choisi un nom qui se rapproche du Bloc populaire africain, un parti qui a existé un peu avant les indépendances. Lorsque l'Union progressiste, le renouveau, a vu le jour, on ne lui a pas reproché d'avoir pris une dénomination qui se rapproche de l'Union progressiste dahoméenne qui existait à la même époque. Lorsque l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est née, on lui a, et encore là, vous savez, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, naissait alors que le Parti du renouveau démocratique existait encore. On ne lui a pas reproché d'avoir eu dans sa dénomination démocratique alors que le PRD portait démocratique.
Lorsque le PRD est né en 1990, on n'a pas reproché au PRD d'avoir une dénomination qui se rapproche de Union démocratique dahoméenne. Lorsque les démocrates sont nés en 2020, on n'a pas reproché aux démocrates d'avoir dans leur dénomination une expression démocrate qui se rapproche de l'UDBN, qui existait encore, où il y a démocratique, ou du PRD, qui existait encore. Vous voyez, lorsqu'on dit Parti du renouveau démocratique, pour dire que c'est juste, quand on ne trouve pas d'argument dans le fond, il faut peut-être prendre des choses tirées par les cheveux. Mais pourquoi le choix de Renaissance nationale? Le choix de Renaissance nationale, et merci pour la question, parce que nous avons pris une pause. Nous avons compris que notre ancienne parure ne nous servait réellement plus, mais nous desservait plus que cela nous servait. Et vu que nous voulions demeurer dans l'arène politique et compétir, il fallait donc se doter de nouvelles parures. La présidente l'a expliqué dans son discours lors du congrès extraordinaire. Elle fait cette métaphore-là et dit « L'aigle, dans son existence, se retrouve à un moment donné avec des plumes qui sont vieilles et qui n'arrivent plus à le porter aussi haut qu'il le voudrait, c'est-à-dire qu'il ne s'arrime plus avec les moyens dont il a besoin pour ses ambitions. Alors, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle se retire dans un coin, dans un rocher, où il se départ de ces plumes-là qui sont vieilles et qui ne le servent plus. Il se brise les griffes ainsi que son bec. C'est un processus qui est très douloureux, qui est sanglant, mais il accepte de subir cela pour que de nouvelles plumes plus vigoureuses, plus neuves, plus belles, repoussent, que des griffes encore plus saillantes et plus utiles repoussent, que son bec repousse, afin qu'il puisse toiser, mieux qu'il le faisait, le firmament. Cela explique très bien la posture dans laquelle nous nous retrouvons en passant de l'UDBN à Renaissance nationale. Maintenant, nous sommes d'abord partis du contenu du mot, et c'est en le déclinant que nous sommes arrivés au fait que le mot Renaissance résumait très bien ce que nous sommes en train de faire, ce processus-là. Et nous l'avons choisi. Vous voyez un peu ce que je dis? On aurait pu choisir peut-être Renouveau. Et on nous dirait encore aujourd'hui, eh bien, il y a déjà un parti qui s'appelle Union progressiste, le Renouveau. Nous ne sommes pas privés du droit universel d'user d'un mot qui existe dans le dictionnaire, parce que ce mot, bien que servant très bien notre intention, voudrait peut-être prêter à certaines, comment on appelle, considérations. Maintenant, le mot national résume très bien pour nous le défi de la présence effective du parti sur toute l'étendue du territoire national. Et rappelle également une partie de notre idéologie qui dit que nous sommes ancrés constamment local, sur le plan économique, sur le plan des valeurs culturelles, sur le plan des valeurs intellectuelles. Le Bénin d'abord. Voilà. Sans exclusion, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas faire une confusion avec l'idéologie lepéniste en France. Nous, notre national est un national d'inclusion et non d'exclusion. Alors, Mohamed Akintola, que répondez-vous à ceux qui disent, sans risque de se tromper, que l'UDBN, devenu aujourd'hui Renaissance nationale, est une formation politique qui s'articule autour de la personne de Claudine Prudencio et qui est régentée par ses humeurs? Nous sommes en démocratie et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. C'est d'ailleurs ça qui... Justement, vous qui êtes au sein de cette formation politique, oui, j'allais en venir, qui rende... Elle est celle qui dit tout, qui fait tout, et à qui on obéit. J'aurais bien aimé avoir peut-être un vis-à-vis qui a dit cela, afin qu'on puisse me sortir des éléments de preuve, puisque cela est à leur charge de prouver ce qu'ils sont en train de dire. Moi, je suis là aujourd'hui, et je ne sens pas ce qu'on est en train de dire. Donc, je considère que ce sont des préjugés de personnes soit aigries, de personnes soit... mal intentionnées ou de personnes qui sont à distance et qui veulent bien apprécier. Je voudrais que vous compreniez aussi une chose, vous savez, nous sommes dans un contexte sociologique très patriarcal. Il est difficile encore pour le Béninois lambda d'accepter qu'une femme ait de l'influence, ait du pouvoir. Et cette dame-là est la seule qui tient debout, d'abord seule chef de parti politique depuis plus de 10 ans et qui continue de tenir debout. Vous voyez, il faut aussi comprendre les gens dans cet élan-là. Nous sommes régentés psychologiquement par ce désir-là de surplomber la gente féminine. Et lorsque ce n'est pas le cas et qu'on voit qu'une femme est en train d'émerger, qu'elle tient de main de maître une maison et qui est en train d'avancer, eh bien c'est normal qu'on fasse ces critiques-là
malheureusement, ne devrait pas le faire. Ça devrait être quelque chose à féliciter. Parce que ce que nous avons toujours craint psychologiquement, c'est le fait que, de façon traditionnelle, que la femme prenne trop d'influence et qu'elle surplombe le mari dans le foyer, ou ainsi de suite. Nous avons vu ce type de féminisme-là se développer ces dernières années avec tout ce qu'il y a de corollaire négatif et allant à l'encontre de la culture africaine. Mais voilà une femme qui n'est pas de cet acalbi-là. Elle est d'accord et elle s'engage pour la promotion de tout ce qui est féminin sans pour autant remettre en cause la sphère d'influence de l'homme. Elle est mariée. On s'attendrait peut-être à dire non, les femmes intellectuelles qui ont eu de l'influence, elle a été ministre, elle a été la première présidente de l'Institut national de la femme, elle est consultante à l'ONU Femmes et ainsi de suite. Elle est femme d'affaires accomplie. On s'attendrait à ce que ce soit une femme qui n'est pas au-dessus d'elle, un maître du foyer. Mais c'est le cas justement. Et c'est surtout ça qui devrait être le modèle recherché pour qui ne veut pas que sa fille, quel père ne veut pas que sa fille réussisse de cette manière-là, tout en gardant ses valeurs traditionnelles, éthiques africaines-là. Elle l'a réussi et au lieu de lui jeter de l'opprobre, il vaudrait mieux accompagner cela car c'est un modèle à suivre pour une jeune fille. Mohamed Akintola, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver pour parler de Renaissance nationale. Vous allez regarder dans la caméra et dire moi l'endroit de ces militantes et militants et sympathisants de Renaissance nationale qui ont bien voulu suivre cet entretien et voulu en apprendre davantage sur cette refonte qui a été effectuée au niveau de votre formation politique. Ce que j'ai à dire, c'est d'abord merci au peuple béninois de rester aussi démocratique que possible afin de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de donner de la voix par rapport à ses aspirations, par rapport à ses opinions. Remercier également les militantes et militants, sympathisantes et sympathisants qui étaient présents, nombreux, venus de tous les coins et recoins du Bénin au congrès extraordinaire du samedi 16 décembre 2023, d'avoir assisté à cette métamorphose-là et surtout d'avoir pris l'engagement d'accompagner encore avec plus d'énergie, plus de vigueur, cette dynamique-là qui est née. Nous sommes là, et c'est ce que je tiens à dire à tout le monde, nous sommes présents et nous n'entendons pas baisser les bras jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Cet objectif à moyen terme qui est de lever des sièges dans tous les conseils communaux et municipaux du Bénin, autant qu'à l'Assemblée nationale au soir des élections de 2026 afin de prouver que les décisions que nous avons prises aujourd'hui de changer étaient les meilleures à prendre dans le contexte actuel. Nous sommes outillés pour cela, nous sommes prêts pour cela et nous sommes convaincus que le résultat sera atteint. Merci à vous, Mohamed Akintola. Chers amis internautes, de ce bref entretien, on retiendra qu'à l'entame, l'invité a tenu à exposer les fondements de la tenue du congrès extraordinaire. Il a fait savoir que cela est une extension du congrès ordinaire avec une juxtaposition de leur participation aux dernières élections législatives. Il a fait part du diagnostic des mots qui entravent l'éclosion de cette formation politique. Il nous a fait savoir qu'au cours des assises, le bureau national a été remembré. Il nous a fait savoir que Claudine Afia-Prudencio est revenue à la tête de cette formation politique baptisée désormais Renaissance nationale car on lui a fait appel pour faire valoir son expérience politique, son savoir-faire politique car selon ses propos, il est difficile chez nous d'accepter, notamment sur nos tropiques, qu'une femme ait du pouvoir. Pour Mohamed Akintola, Claudine Afia-Prudencio est un modèle pour la gente féminine. Il a fait part également qu'au sein des nouvelles réformes qui ont été instaurées au sein du parti politique, il y a des mesures qui visent à renforcer l'interaction entre le militant lambda et les instances dirigeantes de la formation politique. L'objectif, ce sont les élections générales de 2026 afin que la formation politique puisse lever des sièges, que ce soit au niveau des élections communales et législatives. Il a fait savoir que la préoccupation du moment n'est pas l'élection présidentielle, même si il n'oublie pas cela. Vaut mieux faire cavalier seul au lieu d'être mal accompagné, a tenu à préciser sur cet entretien le responsable à la communication du parti Renaissance nationale. Il a fait savoir que dans les jours à venir, ils vont investir l'ensemble du territoire national pour la remobilisation et la redynamisation des cellules de base. Ils ne sont pas de la mouvance présidentielle comme on le dit de façon générale, mais il a tenu à préciser qu'ils sont d'une mouvance présidentielle éclairée et ne sont pas un complément des partis de la mouvance. Au cours de cet entretien, il a également fait part de façon sommaire et expéditive de quelques moments forts du Congrès. J'espère que c'est un peu vos propos. Je valide à 100% votre résumé. Merci à vous, Mohamed Akintola. Je rappelle que vous êtes chargé de mission et responsable de la cellule de communication du parti Renaissance nationale. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, j'installe Colom Oussou qui présente la page des sports.